Jean Paul et moi, on se connaissait depuis 13 ans, on était à la fac ensemble. On va dire qu'il y avait encore des dinosaures à l'époque, et je trouvais cet être absolument étrange parce qu'il passait son temps à jouer aux jeux vidéo. Du coup, je me suis un peu intéressée, mais voilà. Ensuite, on a croisé Jennifer, qui est sociologue, en sociologie de l'Université de Paris. Ouais. Et qui était très présente sur la Paris Game Week depuis 5 années, et avec elle, on avait toujours plaisir à discuter. Et puis, moi, j'ai travaillé 4 ans et demi pour un autre média qui faisait du test de jeux vidéo en tant que psychologue, en tant que rédactrice aussi. Et puis, quand la vie a fait que je me suis séparée de ce média, on a décidé tous les trois d'unir nos connaissances, d'unir notre envie et notre passion du jeu vidéo, et de promouvoir un petit peu pour casser les idées reçues, pour parler du jeu vidéo autrement, parce que le jeu vidéo c'est un média moderne. Pour rappel, FIFA est le produit culturel le plus vendu au monde, donc bien au-delà de certaines œuvres culturelles, littéraires connues depuis la nuit des temps. Et cinématographiques. Donc c'est un vrai objet culturel, ça a une vraie place dans notre société, les jeunes jouent. Et quand je dis les jeunes, il faut savoir que ça nous concerne aussi, nous sommes de jeunes joueurs, parce que les chiffres sont tombés il y a 2 jours par rapport aux habitudes de consommation du jeu vidéo. Il faut savoir que l'âge moyen en France des joueurs, alors là les jeunes plus jeunes pourraient me ressortir à table, ça vous allez faire sensation avec ça. L'âge moyen des joueurs en France est de 40 ans. Donc voilà, vous n'avez pas l'exclusivité du jeu vidéo. Il faut savoir que notre génération, nous sommes la première génération aussi des quarantenaires, hein, pour la majeure partie d'entre nous, et un peu moins pour... Merci de me le rappeler. Donc je suis quarantenaire pour la majeure partie d'entre moi, et eux ne vont pas tarder à me suivre, mais en attendant, voilà, moi je suis née avec le jeu vidéo, je l'ai connu, je l'ai vu se développer dans les années 80. Ouais. Le premier jeu auquel j'ai joué s'appelait Aigle d'Or. Ça se passait dans un château. À l'époque, c'était sur un TO7. Alors, vous n'avez pas connu ça pour la majorité d'entre vous, mais le TO7, il faut savoir qu'il y avait des cassettes avec des bornes magnétiques. On devait remettre à l'endroit, on prenait un stylo comme ça, vous voyez, et on remontait la cassette pour remettre à l'endroit où on était dans le jeu. Autant vous dire que ça m'a appris la patience. À l'heure où aujourd'hui, on dit que les jeux vidéo vont apprendre l'impulsivité, je peux dire que là, c'était l'effet inverse. Donc on va vous faire une petite présentation aujourd'hui autour du jeu vidéo. L'intitulé de cette conférence s'appelle Le jeu vidéo, un jeu comme un autre. Notre média s'appelle psychécritique.com. Je suis rédactrice en chef. Donc, qui sont pour Jean-Paul Santoro, qui est l'auteur du livre aussi intitulé Le jeu vidéo, un jeu comme un autre, qui est psychologue et clinicien à Draguignan. Non, c'est comme ça, un placement de produit. Voilà, placement de produit. Donc, Jennifer, donc, est sociologue et qui fait des recherches en sociologie encore sur la région parisienne et dans le milieu gamer. Et puis moi qui suis psychologue à Paris et spécialisée dans la prise en charge des problèmes cognitifs et notamment le problème d'apprentissage. Alors, donc le site c'est psychécritique.com. Voilà, on va essayer d'être dynamique, on va essayer de ne pas trop vous fatiguer. Si quelqu'un s'endort, je demande à son voisin de bien vouloir le réveiller, ça me donnera un petit signe pour essayer d'être un petit peu plus cool dans mon propos. Et interactif aussi. Ouais, n'hésitez pas à nous interrompre pour que ce ne soit pas monotone. Ouais. Alors, le mot jeu. Le mot jeu, ça vient du latin. Ok, jusque-là ça va. Ça vient du latin jocus. Jocus, on connaît un film à succès qui est sorti il n'y a pas très longtemps avec ce que peut signifier le mot jocus. Il est bien expliqué dans le film d'ailleurs. Ce mot, ça veut dire plaisanterie. Donc le jeu, c'est une plaisanterie à la base, au niveau sémantique. Le jeu, on pourrait dire qu'il existe pourtant depuis la nuit des temps. On peut très bien imaginer Sapiens en train d'aligner des cailloux et de les faire tomber parce que c'est marrant de faire tomber des cailloux. Donc il fait de la plaisanterie, Sapiens. Le jeu, il est là depuis toujours. Il est là depuis notre tendre enfance et finalement, même si on s'en défend en tant qu'adulte, il faut que vous sachiez que nous aimons encore bien
il est associé à quelque chose d'un petit peu péjoratif dans le sens où il n'enrichit pas l'être humain, dans le sens où il ne lui procurerait pas de richesse en termes de production de richesse. Quand on joue, on ne produit rien. On va revenir un petit peu sur cette notion parce qu'on va voir que le jeu est extrêmement important au niveau du développement psychique et social de l'individu. On ne produit rien, vous voulez dire matériellement parlant? Matériellement parlant. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est un élément essentiel dans notre construction sociale, mais aussi dans notre construction psychologique et psychique, pour être en interaction aussi avec d'autres individus. C'est une base essentielle de notre développement. D'ailleurs, il y a plusieurs psychologues qui se sont intéressés sur le sujet. On va parler par exemple de Piaget, qui avait toute une théorie du développement de l'enfant, où il nous expliquait que l'enfant acquérait des compétences cognitives, intellectuelles, affectives, sociales, à travers le jeu. Alors le jeu pour un enfant, ça va être quoi? Ça va être aligner des cubes, c'est un jeu. Grâce à ce jeu d'alignement des cubes, l'enfant, très jeune, acquérait le comptage, la présence, la permanence de l'objet. Donc il y a d'autres psychologues aussi qui sont intéressés au jeu, notamment un psychologue qui s'appelle Vygotsky, qui a travaillé sur un concept qu'on appelle la zone proximale de développement. Cette zone proximale de développement, c'est un espace qui reste une zone confortable pour l'individu pouvoir apprendre quelque chose. Une zone confortable, c'est prendre du plaisir, s'appuyer sur des acquis et pouvoir développer ces acquis pour de nouveau prendre du plaisir et avoir de nouveaux acquis. Donc dans la fonction jeu, en termes pédagogiques du terme, on est complètement dans cette idée-là que l'individu apprend à travers aussi ses interactions avec les autres. Et les premières interactions dont il dispose, c'est l'amusement, c'est le jeu, c'est cette interaction-là. Je me procure du plaisir à jouer avec toi, donc je vais jouer avec toi et ça va être sympa et je vais apprendre des choses et continuer à me développer en tant qu'individu. Il y a d'autres psychologues, psychanalystes, entre autres, très connus, et je pense que Jean-Paul en parlera mieux que moi après, notamment un dénommé Winnicott. Il a un nom assez sympa, en plus son prénom était Donald, le pauvre, mais donc Winnie, c'est vrai quoi. Donald, Winnie. Oui, Donald Winnie, je sais pas si Disney s'en est pas inspiré, ça serait marrant de s'interroger. Mais donc Donald Winnicott, lui s'est intéressé à ce qu'on appelle l'objet transitionnel. Alors l'objet transitionnel, c'est un nom barbare un petit peu en psychanalyse, mais on pourrait le vulgariser en disant c'est le doudou. Et le doudou, c'est un petit peu cet objet qu'on va mettre entre soi, entre l'intérieur et l'extérieur, entre la maison et la crèche, entre la maison et l'école, entre l'enfance et même donc un âge plus adolescent où quand on se rabâche ces ours en plus quand on était petit à notre chambre d'étudiant, c'est une symbolique aussi. Donc c'est l'objet transitionnel. On va dire oui, l'objet transitionnel, le doudou, c'est un truc d'enfant. Je ne suis pas certaine que nous, adultes, on n'ait pas des petits objets transitionnels dans nos poches avec lesquels on joue d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir que parmi les études qui ont été récemment faites et les chiffres qui sont tombés, il faut savoir qu'on joue énormément sur smartphone. C'est d'ailleurs l'outil qui est le plus utilisé par rapport aux jeux vidéo aujourd'hui. Donc vous voyez que nous, adultes, gardons nos petits doudous, nos petits objets transitionnels dans la poche et que nous en servons pour jouer, pour avoir du plaisir. Alors oui, le jeu est... C'est la même fonction de par angoisse, justement, de mettre en angoisse un peu plus lent en s'en rassurant avec ce petit machin. Ouais, c'est la même logique. Ce qui marche bien dans l'objet transitionnel chez le tout petit enfant, par exemple, pour revenir juste là-dessus, puis après je fermerai la parenthèse, mais c'est par exemple le fait qu'un objet qui passe de la maison à la crèche puisse garder l'odeur de la maison. Il y a ce côté un peu rassurant d'une continuité, il y a des choses qui continuent à exister, qui sont en permanence. Donc c'est quelque chose qui est complètement reproduit par parents. Et en fait, Winnicott parlait justement d'une ère d'illusion à ce moment-là, et il parle du principe que le jeu se base sur ça. Justement, c'est le début du jeu pour l'enfant. Il commence à jouer à partir de cette zone-là, cet espace créé par l'objet transitionnel. Oui, complètement, et c'est là où il va pouvoir se développer en sexualité. On revient à ce qu'on disait avant. Il vous a pas perdu, ça va? Ça va jusque-là? Oui, je voulais dire, il y a quand même des objets contraphobiques, enfin contre l'angoisse, contre le stress, qui ne sont pas des objets culturels ou des objets transitionnels. Oui, complètement, ça peut être un souvenir. La cigarette, des choses comme ça. La cigarette, ça renvoie un petit peu plus, on en parlera après si vous voulez, on va voir, mais ça renvoie un peu plus
plus à l'oralité, par rapport à l'autoralité en psychanalyse, mais c'est intéressant effectivement. Voir quel consommateur de cigarettes on peut être, ça fonctionne. Alors ça tombe bien qu'on parle de cigarettes parce qu'on a quand même un petit peu parlé d'addiction tout à l'heure, on est obligé de faire cette parenthèse. Naturellement. C'est pas dans ce qu'on va pas vous dire c'est pas bien. Non. Dire autre chose pour une fois. Donc jouer. C'est les risques du numéro 1, c'est comme pour les spectacles. Vous avez tout vous avez dit rapprocher, vous n'avez pas mis dans. C'est un piège. Mais jouer, c'est aussi associé à la notion de plaisir. Quand on joue, on prend du plaisir. Et le plaisir est quelque chose d'essentiel pour l'être humain. C'est quelque chose qui va lui permettre de générer, d'apprivoiser ce que va être le sentiment d'être heureux, de pouvoir cultiver du bonheur. Donc le plaisir est quelque chose d'extrêmement important et c'est pourtant quelque chose qui est très fortement condamné par nos sociétés, par l'héritage judéo-chrétien qui est celui de nos sociétés. Prendre du plaisir, c'est toujours suivi de quelque chose d'un petit peu punitif, il y a toujours quelque chose de mal derrière. Dans la représentation que l'on peut avoir du plaisir et par rapport à cet héritage-là. Dans les faits, prendre du plaisir, encore une fois, c'est extrêmement essentiel à la nature humaine et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir faire perdurer un maximum de temps et un maximum d'occasions au cours de son existence. Donc non, jouer c'est pas mal, jouer c'est bien et jouer vous permet aussi de vous développer en tant qu'individu, d'acquérir des compétences, de mieux vous connaître, de dépasser certaines limites parfois, de mieux socialiser, contrairement à ce qu'on pense quand on voit toutes ces images qu'il y a eu dans X reportages à la télé où on voit des jeunes isolés. Nous, à l'époque, quand on commençait à jouer, nous, plus que toi, on nous appelait les no-life. C'était la période, c'était une époque où ceux qui jouaient beaucoup étaient dit comme n'ayant pas d'existence propre. Alors qu'au final, c'était déjà pas vrai à l'époque, puisque même s'il n'y avait pas le jeu par internet avec les microcasques, Skype, Discord, tout ce que vous voulez, on allait chez l'un, chez l'autre avec la Super Nintendo, on se prêtait des jeux, on allait les revendre, on achetait le magazine, on en parlait à la cour de récré. Donc finalement, toute la dimension communication et sociabilité du jeu existait déjà avant. Bien évidemment, après Nintendo a misé dessus, ils sont sortis la Wii, et ça fait depuis plus de 10 ans maintenant qu'on voit des publicités où on voit autant le groupe de gens sur le canapé en train de jouer que les images du jeu, finalement. Ce que Nintendo vend, c'est du jeu social, en fait, du jeu en groupe. D'ailleurs, pour ajouter ça, quand on parle de no-life, les derniers chiffres en date sont complètement en dehors de ça. Les chiffres disent clairement que les habitudes culturelles du panel qui a été étudié, les joueurs ont beaucoup plus de pratiques culturelles, donc c'est légèrement plus que les autres gens, ceux qui sont non-joueurs. Et que ce soit d'aller au cinéma, d'aller au théâtre ou à l'opéra, d'ailleurs c'est assez marrant qu'ils mettent l'opéra dedans, ou au musée. Et même aussi, il semblerait que les joueurs, ceux qui se revendiquent comme joueurs, pratiqueraient plus le sport que les non-joueurs. Donc ça se joue à 2%, mais c'est quand même ça la conclusion de cette étude. On en reparlera tout à l'heure. Juste une autre parenthèse, c'est que ce qui est intéressant, c'est que ce que je préconise quand je reçois des gens en général, c'est que le jeu vidéo, c'est important d'avoir d'autres choses à côté. Et là, tu viens justement de démontrer que dans la pratique, c'est le cas. On peut jouer 1 heure ou 2 et ensuite faire 1 heure ou 2 de sport, aller voir ses amis, aller lire un livre. Et au final, ça fait un équilibre. C'est ça qui est plutôt primordial pour l'équilibre psychique de tout un chacun, je pense. Il faut savoir qu'en termes de socialisation, on a encore un chiffre qui nous parle beaucoup, qui vient de tomber très récemment. C'est le chiffre de vente de la console Switch, qui est par excellence la console du partage, du produit familial. C'est la console qu'on peut embarquer les uns chez les autres et puis se partager des jeux, même un soir de Nouvel An où on arrive trop tard. Ça fait du vécu. Et donc il faut savoir que Nintendo vient de vendre sa 10e console Switch et que c'est un gros succès commercial et que ça permet d'avoir effectivement ce produit très socialisant. Non seulement ça, plus de 1000 jeux sur Nintendo Switch. Aussi. Complètement. Donc c'est une console sur laquelle on ne misait pas trop dessus quand elle est sortie, mais qui a un gros succès pour cette raison-là. On joue ensemble en fait aux jeux vidéo maintenant. Et ouais, mais t'as vu, ils en ont sorti une toute petite. Alors j'ai pas d'action chez Nintendo. Oui, c'est vrai que j'étais en train de me dire, on dirait qu'on était des actionnaires. Non, pas d'action, mais c'est vrai que c'est un produit que j'aime beaucoup. Je l'utilise d'ailleurs dans ma pratique, je l'ai au cabinet et les enfants qui viennent
me voir en consultation joue à la console de jeu. Ils ont sorti une version beaucoup plus, ils l'appellent Lite, je crois, beaucoup plus petite, qui est transportable un petit peu partout. Donc, que transportable. ouais, mais en termes de résolution graphique, elle n'a pas forcément bonne presse, mais pour le côté je l'embarque partout, je joue et je partage, c'est pas mal. Ouais. Je crois qu'elle est un peu plus solide aussi. On a pour rester derrière. Après, il y a des considérations techniques, sans doute, c'est sûr et certain. Juste par rapport au fait que tu utilisais la Switch en thérapie, moi j'utilise la Wii en maison de retraite. On joue au bowling, au golf. Et on voit que ça fonctionne pas trop mal, ça recrée la sociabilité, ça sort de ce côté dépressif, apathique, du point de vue un petit peu moteur aussi, c'est plutôt positif. Oui. C'est pas pour rien qu'il y a des compétitions de France, de bowling, de Wii. Pour les personnes. Inter-établissement. Ouais. D'ailleurs, à la Paris Games Week cette année, ils vont organiser des compétitions seniors de plusieurs jeux. Ouais. On a hâte d'aller voir ça. Dont Farmer Simulator. Donc on a hâte de voir ça parce qu'ils vont poser Farmer Simulator pour les parents, c'est un jeu de simulation de ferme. En fait. Vous avez une ferme à gérer, donc ils vont faire des compètes de moissonneuses-batteuses en opposant des personnes âgées avec des sujets jeunes. Et pour les sujets jeunes, ils ont créé des combinaisons pour que les jeunes puissent avoir corporellement la sensation d'avoir le corps de quelqu'un d'âgé. Ah oui, ça c'est l'équipement qu'on fait, ouais, utiliser aux soignants pour qu'ils voient ce que c'est pour voir ce que c'est d'être. C'est le gros sujet qu'on attend sur la Paris Games Week. Il y en a qui vont pour voir les dernières sorties, nous on y va pour voir la compète de Paris Simulator parce que franchement on a très envie de ça. Je vais reprendre un peu, j'en étais à la notion de plaisir et puis un petit peu à la fonction du jeu, donc la fonction sociétale, la fonction construction psychique, l'individu face auprès des psychiquement, l'imaginaire c'est un truc qui est super important. On n'a jamais reproché à un enfant de rester sagement dans sa chambre à jouer au Lego. Moi je me souviens de la génération de mes parents, un gamin qui était excellent, qui ne faisait pas de problème, c'était un gamin qui restait dans sa chambre à empiler des Legos, à jouer au Playmobil. Finalement, vous faites la même chose aujourd'hui, sauf que le support a changé. À croire que c'est le support qui pose problème, à croire que c'est le support qui pose question. Alors, il y a quand même une grande différence, moi, celui qui vient raconter ce genre de choses, c'est qu'il y a une grande différence entre manipuler des objets tangibles, des objets en 3D, on peut manipuler, ou on peut faire l'expérience qui traversera pas le mur, qu'on va le prendre dans la tête si on le jette, on peut le mordre, l'abîmer, qui peut se casser et qu'on l'a plus. Pour le développement du très jeune enfant notamment, c'est primordial d'avoir ces objets qui sont en 3D, qui sont tangibles, par opposition aux écrans qui sont plats. C'est le seul bémol que je veux dire. Piaget, c'est avec des manipulations et puis des interactions, les deux. Oui, l'interaction sociale est extrêmement importante dans le jeu. Mais pas que, la manipulation aussi. Mais le fait de prendre au niveau cognitif, on voit que ce n'est pas les mêmes zones corticales qui effectivement sont encouragées, ce pas les mêmes zones du cerveau. C'est pareil comme vous lisez un bouquin. Quand vous lisez un bouquin, si vous lisez avec le support papier dans la main, on voit que ce n'est pas forcément les mêmes zones corticales qui vont être impliquées que si vous lisez à l'écran. Ça ne va pas être la même chose. Donc après, par rapport au jeu, le jouer a toujours été important. L'être humain est un être social, il va aussi acquérir des compétences sociales en jouant. Le jeu de société, par exemple, c'est un exemple que j'aime beaucoup donner en consultation quand je dis aux gens qu'il faut jouer. Le jeu de société porte extrêmement bien son nom. Il nous apprend les règles sont posées, elles sont censées être justes, mais elles sont posées de manière plus ou moins arbitraire, on ne peut pas trop les rediscuter. Il y a des règles de jeu ou des concepts de jeu qui vont heurter mon système de valeurs avec lesquels je ne vais pas avoir envie de jouer, donc je vais jouer à autre chose. Il y en a d'autres auxquels je vais adhérer complètement et je vais pouvoir y adhérer et pouvoir jouer avec ces règles-là. Allez-y, venez. Tiens, tu veux bien prendre la porte? Merci. Donc le jeu, il va être important pour ça aussi parce qu'il va nous apprendre à être dans un certain mode de fonctionnement. Et si je décide d'adhérer à ces règles-là et de jouer, ben, très bien pour moi, je vais pouvoir fonctionner avec ces règles du jeu et dans le jeu de la société. Et puis si ça ne fonctionne pas, ben, je vais peut-être essayer de tricher, dans quel cas je risque de me faire prendre, de me faire exclure du jeu, on ne va plus avoir envie de jouer avec moi. Ou si vraiment je n'adhère pas parce que ce n'est pas mon système de valeurs, alors je risque de me marginaliser. Vous voyez, donc le jeu, il va nous apprendre tout ça aussi. Il va nous aider à travers l'imaginaire à nous construire en tant qu'individu, psychiquement, mais pas seulement. Et on va retrouver les mêmes fonctions finalement dans le jeu vidéo. Je veux juste savoir si, parce que vous, jeunes joueurs de jeux vidéo, vous jouez aussi encore beaucoup des jeux de société entre amis.
aussi. Il y a un papa et il quand il n'y a plus de courant, oui. Vous parliez des jeunes joueurs. Oui, ça. Sinon, on a dit que les jeunes joueurs c'était 40 ans. Alors, c'est généralement quelque chose que quand je reçois les enfants et les familles en thérapie, j'encourage vraiment à utiliser le jeu, qu'il soit jeu vidéo et surtout jeu de société, les deux ensemble en famille. Ce moment-là où on se retrouve autour d'un jeu de plateau, d'un jeu de société et éventuellement en plus du Switch ou du Wii, c'est quelque chose qui est primordial pour le bon fonctionnement de la famille, je pense. Le problème avec donc jouer, on a vu que c'était essentiel, on a vu que c'était nécessaire à la construction de l'individu. Le problème avec le jeu vidéo aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup en cabinet de psy, c'est oh là là, il joue trop, c'est mal. Ok, encore une fois, comme disait M. Santoro tout à l'heure, jouer trop, c'est mal s'il n'y a plus d'activité à côté, si ça pose un problème de fonctionnement social. C'est un peu là où nous, on va poser la base pour savoir s'il y a une vraie problématique en lien avec le jeu ou pas. D'ailleurs, est-ce que ça pose difficulté par ailleurs? Après, par rapport aux jeux vidéo, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu parce qu'un enfant qui joue, c'est bien, on encourage ça, c'est rassurant, c'est un peu le baromètre chez les psys. Mon enfant joue plus, c'est que l'enfant va mal. Il y a ça et puis il y a résultats scolaires, hein. C'est les deux. Oh là là, attention, il a perdu 2 points sur sa moyenne, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, une des premières choses qu'on teste quand on a un enfant en thérapie, c'est est-ce qu'on peut instaurer un jeu avec lui pour essayer de voir justement si la fonction au jeu est fonctionnelle. Si ça le dépasse, ça pose sérieusement question. Donc on va retrouver ça et alors on se rend compte que, à contrario, comme je disais tout à l'heure, un adulte qui doit continuer à jouer, si l'adulte il joue, s'il continue à jouer, ça pose problème aussi. Donc d'un côté, on a des enfants à qui on nous dit oh là là, il joue trop, c'est pas normal, et on a des adultes à qui on dit oh là là, il joue, c'est pas normal. Donc, non, ce qui est intéressant, c'était la question de la représentation des jeux vidéo. Là, tu m'as donné des chiffres tout à l'heure, on a vu qui ne correspondent absolument pas aux stéréotypes. Et on se rend compte que, pour peut-être moins maintenant de ces dernières années, mais pour les gens, le joueur, c'est un adolescent, un garçon, généralement, et généralement un peu associable, un peu le stéréotype qu'on peut avoir de ce qu'on appelle geek. On se rend compte avec les chiffres que c'est absolument plus le cas, mais j'ai quand même l'impression que ce stéréotype, il a la vie dure, et quand un adulte dit je joue à un jeu vidéo, c'est quand on est un gamin, t'as pas mieux à faire, au cinéma, au théâtre, oui, aussi, oui. Et il y a ce stéréotype, à mon avis, qui est quand même bien ancré. Qui est bien ancré et qui est bien encouragé, je pense, par de nombreux médias et nombreuses choses qu'on voit à la télé, notamment quand il arrive un gros fait divers, voilà, un tel a tué la voisine du voisin, ou je sais pas quoi, c'est ah bah oui, mais c'est normal, il a fait une partie de GTA juste avant. Et alors ça marche depuis 20 ans. Ça marche depuis 20 ans. Alors depuis 99, d'accord. Avec Doom, on a eu Breivik, on a eu Donald Trump récemment qui critique à chaque fait divers. Ça marche tout le temps. Oui, il y a une tuerie en Alabama, c'est parce que le gamin joue à Call of Duty quand il avait de l'argent, enfin voilà. Après, voilà, moi mon voisin, on faisait des parties de Mario Kart quand on était gosse. J'ai fait un excès de vitesse une fois, je ne suis pas certaine que ça soit parce que j'étais une flèche à Mario Kart, quoi. Est-ce que tu avais l'étoile à ce moment-là? Sinon ça compte pas. C'est une blague de geek, quoi. Et à côté de ça, mon voisin qui était bien meilleur que moi, d'ailleurs, Mario Kart, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je n'ai pas vu son nom dans les faits divers. D'une manière générale, on voit que de toute façon, c'est toujours les mêmes jeux qui sont incriminés. C'est toujours, à l'époque, c'était Doom, Call of Duty, Fortnite, c'est toujours les GTA, toujours les mêmes jeux qui sont incriminés, alors que ça ne représente pas du tout la totalité des jeux. Les jeux qui sont déconseillés au moins de 18 ans, c'est à peu près 7%. Et il y en a 40 qui sont conseillés à tout public. Donc, sauf que les médias mettent la caméra sur ceux qui sont le plus spectaculaires, le plus vendus aussi peut-être. Tu parleras tout à l'heure des plus grosses ventes d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, juste à titre informatif, les 3 jeux les plus vendus en 2018, on n'a pas encore les chiffres de 2019, c'est 3 jeux interdits au moins de 18 ans. Je vais pas vous étonner si je vous dis que c'est du Call of, que ce... Le premier c'est FIFA. Ensuite, deuxième c'est Red Dead Redemption 2, un jeu de cow-boy qui peut être assez violent, on peut le dire, sur certaines scènes. Call of Duty ensuite. Voilà. Là, le Call of Duty vient de sortir hier, donc on sait qu'on va en entendre parler dans le semaine d'avenir, a priori. Donc ça c'est pour le top des jeux de consoles, de plateformes tout confondues. Mais sur PC on va
entre bien d'autres types de jeux, etc. Mais on verra tout ça tout à l'heure. D'avance. Oui, d'accord. Donc c'est vrai qu'on était donc en train de parler de tout ce qu'on voyait un petit peu dans les faits divers, à travers les médias sur le jeu. Il faut savoir que de manière un petit peu plus sérieuse que ça, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, a inscrit le trouble du jeu vidéo en 2018 à la nomenclature internationale des maladies, et que depuis 2019, on a une nouvelle maladie mentale qui s'appelle l'addiction aux jeux vidéo. L'addiction aux jeux vidéo en tant que telle, nous on ne la connaissait pas sous cette forme. Vous pouvez être addict à autre chose, mais c'est quelque chose d'assez récent qui vient aussi un petit peu surajouter à toutes ces problématiques en lien avec la représentation du jeu vidéo, parce que maintenant non seulement c'était mal de jouer, mais en plus maintenant ça devient officiellement une pathologie. Donc voilà. C'est plus l'addiction que le jeu lui-même en fait. Alors il faut savoir que l'addiction en tant que telle, moi c'est la première année vraiment que je la constate dans mon cabinet, et c'est très en lien avec des très jeunes joueurs qui ont en général moins de 12 ans, et donc là où la plasticité cérébrale est forcément le plus important, donc c'est de privilégier, et c'est avec un jeu spécifiquement, que je ne sais pas si on peut pas, mais on peut continuer, c'est Fortnite. Il y a un vrai problème d'addiction chez les joueurs de Fortnite, et ma crainte en tant que psychologue, c'est que voilà, comme ça s'inscrit sur des circuits neuronaux chez des très jeunes enfants où la plasticité cérébrale est importante. J'ai la chance d'avoir votre appui aujourd'hui par rapport à ce discours-là, mais je redoute que d'ici 5, 10, 15 ans, les joueurs addicts à Fortnite aujourd'hui puissent développer une autre addiction parce que les circuits seront entre guillemets déjà imprimés. C'est intéressant parce que ce discours-là de dépendance, je l'avais déjà entendu il y a très longtemps, mais c'était très très rare. À l'époque de Counter-Strike, un jeu qui est pareil, un Battle Royale, tout premier qui doit dater de 2000-2001, cette notion de j'ai envie d'arrêter la partie, mais je peux pas, je suis obligé de recommencer. C'était très très rare. Je l'avais entendu un tout petit peu au début de World of Warcraft, avec le je suis obligé de continuer la quête, continuer l'exploration, mais c'était vraiment moindre. C'est vrai que sur Fortnite, ça commence un petit peu à émerger de ce point de vue-là. Mais Fortnite est quand même un jeu qui est déconseillé au moins de 12 ans, et c'est quand même pas anodin non plus si de le préciser. Comme on disait tout à l'heure, les cas où il y a peut-être de la dépendance, c'est peut-être aussi c'est des beaucoup plus jeunes. On parlait tout à l'heure avec le public justement de savoir Fortnite, quel âge il est plutôt joué, on se rend compte que c'est beaucoup moins que 12 ans. Donc il y a peut-être quelque chose à chercher de ce point de vue-là. Tu vas pouvoir nous reparler du PJ un petit peu peut-être tout à l'heure. Madame. Parce qu'effectivement, il y a des choses de ce côté-là qui sont une source d'information finalement pour les parents. Cela, très sincèrement, j'ai 3 parents dans la salle, c'est ça? Oui, ok. 5 avec nous, on est trop sujets. Mais à quoi jouent vos enfants? Jeux de société, trottinette. Sur les jeux vidéo. Ah, pardon, parce que je parlais au sens. Non, c'est ça. Mais c'est important qu'il y ait autre chose. Vous faites bien de le rappeler. Vous essayez d'être bon élève. Non, Ne souffle non, pas. souffle pas. Non, mais ne me souffle pas. Pas tricher, c'est un examen. Zelda. Roblox. Alors, il y a eu Fortnite. Sea of Thieves. Ah, Sea of Thieves. Et alors après, ça c'était sur console, mais il y a aussi, Ça prépare la réponse. il y a aussi sur PC, sur la plateforme Steam. Et alors là, si, il y a Arc Evolution aussi sur la console. Et sur Steam, Inhalation, Planetary Inhalation. Alors là, pour le coup, je dois dire que vous êtes une maman qui est assez calée. Parce que moi, la plupart des parents que je reçois me disent oui, un truc où il y a des voitures, où on se tire un peu dessus, ce genre de choses. Et en fait, les parents ne sont pas forcément au courant de ce à quoi jouent leurs jeunes. Et moi, le conseil que je donne, il est très simple, c'est-à-dire une seule fois au moins, asseyez-vous une demi-heure, 1 heure avec votre jeune, et vous lui dites, voilà, fais-moi voir ce à quoi tu joues, et explique-moi en quoi ça te plaît. Après, une fois que le parent a peut-être un peu fait le tour de ça, une fois, une heure de vie perdue peut-être, mais pas pour rien, ce sera l'occasion de faire un petit peu le tour de tous les jeux, de
de voir ceux où on est d'accord et ceux où on se dit là peut-être c'est pas forcément adapté pour toi, et éventuellement après de dire bah écoute moi ça m'intéresse pas, oui ça m'intéresse j'essaye, ou non ça m'intéresse pas mais bien on fait un Mario Kart, ou tennis ou n'importe quoi. Moi c'est le conseil que je donne. Alors par rapport à ça, bon voilà le jeu est nécessaire, le jeu vidéo fait partie de l'univers du jeu, c'est même peut-être l'avenir du jeu, alors que ça fait quand même déjà une quarantaine d'années qu'il est là, qu'il est dans nos vies. Il est de plus en plus présent, il prend d'autres formes aujourd'hui à travers la réalité virtuelle. Il nous a réautorisé à nous adultes à jouer, et ça c'est plutôt sympa parce qu'on n'a plus à se cacher de là, donc c'est plutôt sympa, et ça a ouvert aussi les adultes à d'autres formes de jeux. Aujourd'hui, on va se développer des escape games, on va se développer des grandeurs nature. Nous, on prend toujours extrêmement beaucoup de plaisir à découvrir de nouvelles modalités de jeu qui sont autorisées aux adultes. Donc c'est plutôt sympa, ça rétablit un petit peu quelque chose. Donc par rapport à la place du jeu vidéo, bah, la question qu'on voulait poser et auquel M. Santoro va pouvoir nous répondre, et moi aussi je vais dire peut-être pas le tournant. Parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout. Et puis surtout qu'on n'a absolument pas fait ce qu'on avait prévu, soit dit en passant. On est parti complètement ailleurs, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, on vous pose des questions après. Enfin, on va ce à quoi vous jouez vos enfants, sans tricher. On peut expliquer et pas donner le nom. Oui, ça va, c'est peut-être même mieux que de savoir expliquer. Ah, parce que voilà, et celui qui trouve gagne un point et après on fait un scoring et à la fin on... Vous êtes très joyeux. Vous saviez à quel point. Mais donc Moi je vais peut-être être celui de l'équipe qui va être le plus rébarbatif, on pourrait dire. C'est ça, oui. Non. Le plus rébarbatif, celui qui va mettre le plus peut-être de limites de barrières par rapport à l'utilisation des jeux, des écrans d'une manière générale. Hein. Moi j'aime bien me baser sur le fameux 36912 de Serge Tisseron, qui existe depuis maintenant longtemps, qui pour moi est un bon indicateur. Donc 3, 6, 9, 12. On ne peut pas, les chiffres sont très simples à mémoriser. Alors généralement on éclate de rire quand je le dis, mais bon je le dis quand même. Pas de télévision avant 3 ans. Donc aucun écran du tout avant 3 ans. Pas de jeux vidéo avant 6 ans. Pas d'internet avant 9 ans. Et pas de réseaux sociaux et d'internet seul avant 12 ans. Alors généralement on me dit, mais c'est impossible monsieur Santoro. Mais oui, c'est peut-être un but en soi, à la fin du compte. Comme on l'a dit tout à l'heure, les écrans d'une manière générale de 0 à 3 ans, l'enfant a besoin de tester le monde, son corps, le rapport aux objets tangibles, le rapport à l'autre, et les écrans ne sont non seulement absolument pas indispensables, ils n'apportent rien de plus, mais ils apportent du négatif. Contrairement à ce qu'on pouvait faire croire à l'époque, il y avait des chaînes baby à partir de 6 mois, on avait tendance à donner des tablettes à des enfants de 1 an dans des poussettes, ce qu'on voit encore parfois dans la rue. Hein. Au final, c'est beaucoup plus délétère que ce qu'on pouvait penser. Hein. Donc ça, je déconseille fortement, et dans tous les cas de figure. Donc ni télé, ni smartphone, ni tablette, rien. Pas de jeux vidéo avant 6 ans. Alors, personnellement, j'ai souvent vu des enfants de maternelle avec leur 3DS, en train de jouer à Mario ou autre chose. Idem, il y a plein de jeux auxquels on peut jouer à cet âge-là, et l'apprentissage de la technologie, on pourra toujours le faire plus tard. Ça peut avoir des effets délétères sur la concentration, sur le rapport à l'autre, au corps, la motricité. D'une manière générale, je déconseille avant 6 ans. Là, déjà, on commence à me dire que c'est très très compliqué. Et pas d'internet avant 9 ans et les réseaux sociaux, ou internet seul avant 12 ans, pour tout le fait de pouvoir accéder à du contenu choquant, tous les problèmes de cyberharcèlement, et tout ce qu'il peut y avoir. Naturellement. Vas-y, tu vas attaquer, vas-y. Non, du tout, je veux juste rajouter que par rapport à ce 3.6.12, moi j'ai beaucoup travaillé avec la réalité virtuelle. Je me suis beaucoup interrogée sur le sujet, j'ai beaucoup pratiqué, c'est un outil que je connais bien, je crois connaître bien, et la réalité virtuelle, avant 13 ans, ça peut avoir des effets dramatiques sur le développement psychique des enfants, parce que la porosité, ce qu'on appelle nous dans notre jargon, la porosité des limites entre le dedans et le dehors est mal établie avant les 13 ans de l'enfant, et ça peut avoir des impacts de type peut-être vécu presque hallucinatoire chez certains enfants, et ça pourrait déclencher des pathologies futures, alors, dans les proportions moins, mais c'est quand même un risque qui est existant de déclencher des pathologies psychiatriques futures de type l'installation d'une psychose, quelque chose de l'ordre de la schizophrénie. Donc il faut faire toujours très attention sur le cerveau des jeunes enfants par rapport à cette porosité des limites, et notamment à la réalité virtuelle. Je vais parler de point de vue personnel. Moi, 8 ans, avec ma cousine, on allait sur Internet, et oui, on regardait des vidéos YouTube.
j'avais peur de ça en fait. Et je trouve que ça m'a un petit peu forgé en fait. C'est une question de matériel. C'est très intéressant, c'est justement parce qu'à cet âge-là, tu n'avais pas la capacité de pouvoir encaisser ce que tu voyais. Ouais, j'ai un Alors, traumatisme de Kainet Fluides. Ça aurait vraiment pu être choquant, voire traumatisant au sens propre du terme. Ça aurait pu générer cauchemars, angoisse, des phobies particulières. Ça aurait pu être délétère. Et on le voit surtout sur ceux avant 7 ans, si vous donnez un âge, on va dire 7 ans, qui ont accès à du contenu choquant. C'est quelque chose qui peut être vraiment très mauvais pour eux. Alors après, ça se prend aussi en charge en psychothérapie, hein. C'est pas irréversible, heureusement. Mais c'est vraiment, ça peut être vraiment délétère. Alors, mais je sais bien, effectivement, j'étais beaucoup choquée pendant une semaine, j'avais peur de chaque pilule dans ma chambre ou quoi de porter une attaque. Ce qui est quand même pas anodin. Oui, bien sûr, non, mais c'est déjà pas rien. Oui. Mais il y a pas autre chose que je voulais dire, en fait, un enfant, c'est important qu'il ait peur aussi. Il y a eu un débat qui est passé en fait de Nintendo, en fait, le jouet Nintendo Labo. Et en fait, dans ce jouet Nintendo Labo, c'était une petite maison, on joue avec et tout. C'est en carton, je sais pas si vous savez. C'est joué, on construit des cartons pour Et la en Switch. fait, On a joué aussi avec le labo. voilà, c'est ça. Et bien en fait, il y a un truc que si on éteint la lumière et qu'on attend longtemps, il va se passer des choses terrifiantes, du genre on va avoir des spectres arriver ou quoi d'autre. Et oui, et c'était pour les enfants de type. C'est terrible parce que je l'ai vu en réalité. Oui, voilà, moi aussi je l'ai vu avec le Nintendo. Je pense que c'est l'important. L'enfant devrait appréhender la peur, mais de façon adaptée à son cerveau et à son niveau psychique. Et donc quelque chose qui est trop décalé avec son âge mental peut vraiment être choquant. Donc des petites choses, oui, si jamais l'enfant il a envie de rigoler en regardant des jeux comme, je sais pas, Luigi's Mansion, où il y a un peu des fantômes, c'est mignon pour les plus jeunes, mais c'est adapté. Par contre, je ne mettrai pas dans la Resident Evil dans la main d'un gamin de 7 ans, par exemple. Voilà. En fait, ça reste un bon souvenir parce que vous êtes arrivé à le surmonter. Ouais, mais c'est sûr. Mais après, il y a aussi aux parents aussi de voir quel jeu est adapté à l'enfant. Un autre jeune du même âge aurait pu ne pas surmonter pareil. Mais une fois qu'on a surmonté, on est fier. Oui, c'est pour ça que je dis ça comme être un peu bien. Merci de votre présence. Ah oui, c'est vrai. Bon tournoi. J'ai gagné. T'assures là. Bon tournoi alors. Tu viens nous redire. Au revoir. Tu viens de le dire. Redire. T'as gagné. Peut-être. Salut. Pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure sur les jeux, généralement les parents, quand je leur parle de vérifier le contenu du jeu, ils disent oui, vous savez, moi, je comprends rien, j'y connais rien, ça ne m'intéresse pas. Alors indépendamment du fait de s'asseoir, avant l'achat, il y a tout simplement la notion le PEGI. Si tu veux présenter le concept. Alors ça tombe bien parce que justement j'ai plein de chiffres super intéressants à vous développer là-dessus. Vous êtes prêts? Alors non. Déjà, un premier chiffre, 71% des parents se déclarent attentifs à la pratique du jeu vidéo de leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que 71% des parents soit surveillent le contenu de l'enfant en jouant à côté, ou en étant à côté quand il joue, soit ils savent à quoi joue l'enfant simplement, soit en tout cas ils ont au moins regardé le jeu et qu'est-ce que c'était avant de l'acheter. C'est-à-dire qu'ils ont fait attention. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je suis même pas perdue pour une fois. Alors le PEGI, du coup, qu'est-ce que c'est? Le PEGI, c'est le Pan European Game Information. Donc en fait, c'est un label qui a deux missions. Il permet de fournir une information sur l'âge recommandé d'un jeu et sur son contenu. Donc apparemment, vous seriez 56% des adultes à connaître le PEGI. Est-ce que vous regardez ça quand vous achetez un jeu à vos enfants? Ou est-ce que vous-même, en tant qu'enfant, entre guillemets, vous regardez le PEGI? Toi, oui. Tu Maman le regardes. connaît. Est-ce que tu le respectes? Parce que tu as cité des deux jeux tout à l'heure, on n'a rien dit. Hein, Arc mais... et PEGI 18, je crois. Oui, mais PEGI 18 pour la logique. Ah non, ça marche pas comme ça. c'est pas comme ça que ça Le fonctionne. PEGI ne gère pas les niveaux de difficulté du jeu ni les mécanismes Non, du jeu. Hein. c'est que... C'est beaucoup plus terre à terre que ça. Tu as des symboles avec ton PEGI, tu vois, les petites araignées. C'est ça. Et en fait, c'est sur ces contenus-là. Mon exemple, c'était exactement ça. Que veux-tu dire? Mais les PEGI, ils ne respectent pas la règle du 369 et 12. Puisqu'il y a des PEGI 3. Complètement. Et Alors du coup, l'idée du 369 c'est proposé par un psychiatre, moi je le répercute, ils ne sont pas forcément en rapport avec la classification. La classification PEGI, elle n'est pas infaillible, mais au moins elle existe. Et ils sont surtout par accord aussi avec les enjeux économiques que le jeu vidéo représente. Complètement. C'est un gros marché, le jeu vidéo. Quand on dit FIFA a été le produit le plus vendu, quand on dit que Nintendo a vendu 10 millions de consoles, tu comprends bien que derrière, il y a des industries, il y a des producteurs, il y a des développeurs, il y a des
dans le jeu vidéo qui paye le plus mal, c'est celui de journaliste. Donc voilà, c'est surtout quand on essaye d'avoir une critique objective sur le jeu vidéo. Donc il y a une raison aussi à ça, il y a tout un mécanisme économique derrière qui fait que on s'arrange avec certaines recommandations parfois, malheureusement. Et c'est à toi d'être vigilant. C'est à toi d'être vigilant, c'est à toi de pouvoir regarder les choses et dire bah non, ça je ne veux pas, ou ça je ne prends pas parce que ça pourrait être dangereux pour moi. Et c'est le but de ces rencontres qu'on offre comme ça ponctuellement, c'est de pouvoir informer de manière cool pour que tu comprennes qu'on n'est pas anti-jeu vidéo, parce qu'il y a une mouvance qui a fait que vous accrochez un peu le discours, mais toi, ton libre arbitre et que tu saches ce que tu fais, ce que tu consommes, comme quand tu vas acheter un truc à manger au supermarché, que tu puisses décider de ce que tu fais rentrer dans ton corps, là tu décides de ce que tu fais rentrer dans ton cerveau, c'est tout. Tu vois, c'est bien qu'on peut pas dîner des bonbons, même si c'est cool. Moi j'aimerais bien manger. Pour revenir sur cette notion d'ailleurs, par exemple GTA 5, on doit connaître à peu près, même les parents je pense. GTA 5, Grand Theft Auto. C'est un jeu très connu. GTA 5. Alors en fait, il a été très laconique, mais le dernier est un petit peu plus ancien, c'est pas pour ça qu'il n'est pas d'actualité. Oui, parce que ça fait 60 ans. C'est un jeu à licence qui existe depuis la PS5, qui est quand même très vieux. Le dernier sur PS4, alors les GTA en général, c'est de toute façon Peggy 18. Donc là c'est du Peggy 18 et sur la boîte on retrouve aussi 3 logos qui informent du contenu du jeu. Et ces 3 logos simples, ils sont assignés à un langage vulgaire, à la drogue et à le dernier c'est la violence évidemment. Le but du jeu c'est qu'on a des missions à faire et en général les missions ils sont autour de la mafia, de la drogue, de la prostitution, etc. Donc il y a vraiment un contenu qui est extrêmement inadapté au jeu. De bonne valeur. Voilà c'est ça. Et GTA 5 c'est 100 millions de ventes. Voilà. Donc je pense que GTA 5 pour le coup c'est un très bon exemple de ça. Et du coup, on a parlé de Peggy, mais il y a aussi un autre truc auquel les parents ont accès et on n'en parle pas assez souvent, c'est le contrôle parental. Qui connaît le contrôle parental? Quand même, ça va, les enfants aussi, enfin les jeunes. Contrôle parental, vous connaissez? Vous avez connu encore Vous êtes 91% à connaître le contrôle parental, vous êtes 32% à l'utiliser. Je ne pas le contrôle parental. On connaît pas J'ai fait tous les codes possibles pour pouvoir jouer. C'était 1, 1, 1, 1. Ah, mais non. Est-ce que vous disiez que ça ne marche pas? Sur PC, sur Windows, on a essayé de mettre en place le contrôle parental et avec des horaires spécifiques. D'accord. Et ça Moi, alors chaque fournisseur en a un. Moi, j'ai essayé personnellement celui d'Orange et ça marche plutôt bien. Je sais pas quoi celui de. C'est pas Ou alors vous avez des enfants hyper créatifs. Voilà. Moi, je suis pas. Enfin, le contrôle parental, c'est bien, mais pour moi, ça n'apprend pas. Oui, évidemment. Ah oui, c'est évident. Donc, moi, je suis pas dans cette action-là. Moi, j'essaie. Maintenant, je pense que je me ferai abuser à un moment donné aussi. Moi, j'essaie de toujours expliquer, prévenir et surveiller tant que je peux. Mais j'ai pour l'instant pas mis de contrôle parental en place. C'est l'idéal si votre enfant Mais est le jeu est dans la salle, il n'y a rien dans la chambre, il est allumé quand je suis là. C'est vous qui contrôlez. Quand même. C'est ce que, je suis des fois dans d'autres pièces et quand il y a un casque, j'entends pas tout non plus. Mais en tout cas, j'essaie de lui laisser l'opportunité de se frotter à des situations, peut-être parfois dangereuses, mais avec un cadre autour et des limites. Et puis je peux intervenir rapidement si besoin. Mais je pense que intervenir avant même le risque, ça enlève aussi une possibilité de comprendre aux jeunes. Mais quel risque en fait? Le risque de tomber sur un jeu. Dans tous les cas de figure, vous avez raison, c'est le discours et le dialogue qui doit être là en amont. Après, moi, le cas que j'avais vu, alors ça se chiffre peut-être en décennies maintenant, c'était sur des jeunes qui, en toute bonne foi, je discutais avec eux, c'était vrai, allaient chercher à télécharger des jeux ou des séries sur un site illégal, du coup, et qui se retrouvaient avec des bannières interdites au moins de 18 ans, qui rien que la bannière était déjà choquante en elle-même. Là, le contrôle parental aurait bloqué l'accès aussi, purement et simplement. C'est ce genre de petites choses, mais qui a été quand même assez délétère pour les jeunes que j'avais vus en fait. Et pas qu'un seul cas. Donc c'était un exemple. En fait, je disais ça parce que moi je trouve que on parle beaucoup de contrôle parental et j'ai l'impression aussi que certains parents se disent qu'en mettant le contrôle parental, ils vont être libérés de tout risque, de toute surveillance. Et bon, je dis pas qu'il y a l'un et l'autre est bon, mais je me dis que c'est pas la solution à tout non plus. Et il faut expliquer
pas fallait aussi certainement. Et qui a fini par l'ouvrir. Pour chiffrer un petit peu vos propos sur les parents, je peux vous, quand je disais que 71% des parents étaient attentifs à leur pratique, ça veut aussi du coup dire qu'il y en a 29 qui prennent absolument aucune attention à ce que jouent leurs enfants. C'est aussi ça le discours. Et c'est pareil, sur par exemple 65% des parents déclarent jouer avec leurs enfants au moins occasionnellement. Alors là, dans cette étude-là, quand ils disent occasionnellement, ça veut dire au moins une fois par an. 60, du coup, c'est assez large. Un chiffre plus précis, il y aurait 8% des parents qui joueraient souvent avec leurs enfants, ça veut dire au moins une fois par semaine. C'est déjà un petit peu plus vraisemblable. En tant que sociologue, est-ce que j'ai pu trouver dans d'autres livres, notamment un très très bon livre qui s'appelle Jeux vidéo et adolescents, l'auteur qui traite aussi tout ce qui est des questions quantitatives autour du rapport de la pratique du jeu et des adolescents, il dit que globalement, le jeu, ça se fait sur deux plans. D'un côté dans la fratrie, avec ses frères et sœurs, et ensuite avec ses pairs. Donc il dit qu'avant 11 ans, le jeu vidéo, le jeu, globalement, c'est vraiment ancré dans la famille, entre frères et sœurs, et un tout petit peu avec les parents, mais très moindre. Et ensuite, c'est totalement un moyen de sortir, d'exister en dehors de la famille. C'est une pratique culturelle. Tout type de jeu pour le coup, mais là il précise plutôt sur le jeu vidéo. Il dit qu'avant 11 ans, on joue surtout avec ses frères et sœurs. Après 11 ans, on joue plutôt avec ses copains. Et ensuite, on a une pratique de jeu plutôt avec ses copains. Voilà. Et pour finir sur ça, je cherchais juste une phrase, mais j'ai mélangé tout le monde. C'est dommage. C'était pas prévisible. Non, mais. Ah, c'est là. On le savait, nous, en fait. Comme ça, c'est horrible. Voilà, j'avais écrit un truc génial. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on peut en dire, c'est que le jeu vidéo, il accompagne totalement l'émancipation des pratiques culturelles de l'enfant. Quand il devient adolescent, c'est donc la première pratique culturelle de l'adolescent, c'est le jeu vidéo. Alors, c'est une enquête de 2010 un petit peu vieille, donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus. C'est 21% des adolescents qui pratiquent le plus, leur activité principale, c'est le jeu vidéo. Bien sûr, accompagné d'autres choses. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas que les joueurs, c'est aussi ceux qui font le plus d'autres activités à côté. C'est ceux qui font le plus d'autres choses, même plus de sport que les non-joueurs. C'est important. Je rappuie ça quand même en tant que... après, évidemment, c'est moindre, et je pense qu'individuellement, vous en tant que parents, c'est pas forcément ce que vous voyez. Après, ils sont encore jeunes et ils vont aussi apprendre à se détacher de tout ça pour faire autre chose. J'ai l'impression que la pratique du jeu vidéo, ça a intérêt à être très bien accompagné par les parents pour que ça puisse justement être ça fasse partie de choses pratiques ou développées. Parce que moi qui travaille avec des personnes, des jeunes handicapés, de handicap mental divers et variés, et souvent avec des personnes qui sont dans des catégories socio-professionnelles assez basses, je vois qu'en fait tout ce qui est smartphone, jeux vidéo, c'est chargé d'une aura culturelle assez importante. Et donc les enfants, surtout quand ils sont handicapés, on les laisse, dès qu'ils ont accès à un écran, qu'ils arrivent à faire des choses sur l'écran, c'est super, ça rassure les parents. Et donc ils laissent les enfants vraiment faire que ça. Et c'est vraiment gravissime, des enfants jeunes. Non, handicap mentaux. Oui, soit des pathologies, l'autisme, soit du handicap mental classique. J'ai plusieurs réponses à apporter à ça. Chez les jeunes enfants, on voit des parents, parce qu'il y a une aura autour de l'écran, ça représente quelque chose aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, il n'y a plus aucune limite. Alors moi, du coup, j'ai plusieurs réponses à apporter à ça. La première, c'est les chiffres pour ce qui est des CSP. L'enquête, du coup, si vous voulez, je vous la donnerai, je pense qu'elle vous sera assez intéressante. Elle dit que ce soit CSP+, ou CSP-, ils ont tous les deux 28% de pratique du jeu vidéo. Ça, c'est les chiffres qui sont sortis donc il y a 3 jours aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 11% d'étudiants qui jouent leurs jeux vidéo et 18% de retraités. Ça, c'est pour vous. Après, ils classent aussi par un diplôme, donc ça, c'est complètement... Et aussi, ils parlent de région. Ils disent que pour les pourcentages de joueurs par région, il y en a 19% qui sont de la région parisienne et 80% de province. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant comme chiffre. Je ne comptais pas les données déjà. 81% de joueurs en province pour 19% à Paris. Je pense que là, pour le coup, moi qui viens de la province, l'une des
vraiment le fait qu'il y ait plus de choses à faire en ville qu'à la campagne. Je suis vécue dans un village de 52 habitants, je peux vous dire qu'à part aller sortir dehors les jours de pluie, il fallait faire autre chose. La population de l'Île-de-France, c'est 16% de la Aussi. C'est quasiment en équilibre. Ouais. C'est rapporté à un certain nombre d'habitants ou bien c'est le nombre de chiffres? Alors cette enquête elle est faite sur 4049 personnes, donc c'est un échantillon qui est quand même assez global parce qu'en sociologie, une enquête est validée à partir de 1000 personnes. Elle a été faite courant septembre du 2 au 20, je crois, quelque chose. Oui, donc en fait, du 2 au 27 septembre. 19% c'est quasiment. Enfin, ça donne une Après, c'est rapporté, je ne suis pas allée voir exactement comment ils ont refait ça, mais sinon c'est censé quand même être représentatif de l'ensemble des Français. Donc il ne faut pas le prendre en compte comme sur 16% de la population, mais plutôt sur l'ensemble de la population française. C'est pondéré. C'est surtout, ouais, voilà, c'est ça, si chercher le mot. Sinon, ça, en effet, ça aurait pas de sens. Après, les citadins, je sais aussi qu'ils sont plus facilement sur d'autres supports, par exemple les supports mobiles. C'est ça. Voilà, je prends le métro le matin, accessoirement, parfois il m'arrive de prendre le métro le matin, mais je vois les gens jouer, surtout sur leur smartphone, et très peu lisent des articles de journaux. J'ai l'œil qui fait ah oui, je vois ça, oui, je vois ça, et c'est pas des petits jeux comme Candy Crush. Et encore, oui, tout à fait. Mon voisin se moque de moi parce que je fréquente le Voilà. Ça c'est dit, c'est fait, je suis du 16e arrondissement, voilà. Hop, on passe à autre chose. Mais effectivement, oui, les gens jouent, ils jouent à Assassin's en ce moment. Il y a les jeux, la liseuse, le livre papier. Ouais, c'est beaucoup des jeux. Mais ça fait 1 an et demi que je fréquente tous les transports en commun. C'est de plus en plus. Je travaille dans la banlieue, de banlieue à banlieue. Celui de gens qui jouent sur qui regardent des Oui, ou qui regardent des vidéos beaucoup. Oui, Beaucoup de vidéos. Si vous voulez, j'ai le chiffre, c'est marrant ça, parce que pour les regarder des vidéos en streaming, elle est qu'à la 9e position des autres habitudes multimédia des gens. Donc c'est pas ça qui font les gens en dehors de jouer aux jeux vidéo ou non jouer aux jeux vidéo d'ailleurs. Juste par curiosité, la première c'est bien évidemment surfer sur internet en dehors des jeux vidéo. En deuxième place c'est regarder la télé, ensuite écouter la radio, écouter la musique, non en stream, enfin normalement. Voilà. En 5e c'est lire des magazines et en 6e c'est lire des livres. Et après seulement il y a regarder des vidéos, regarder des vidéos en streaming, regarder des vidéos en live et en streaming, et tout ça c'est qu'après. Donc en fait ce qui est intéressant là c'est que les habitudes multimédia elles ne sont pas tellement celles qu'on pense. Alors évidemment il y a internet, les jeux, etc. Mais au final il y a quand même des habitudes qui reviennent, comme par exemple lire. Lire à la 5e, 6e page, je trouve ça génial quand même sur ce qu'on pense aujourd'hui, sur les clichés justement qu'on a. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis un avis là-dessus. Est-ce que vous-même vous faites C'est quoi votre seconde activité du coup en dehors du téléphone? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Lire. Qu'est-ce que tu lis toi? Qu'est-ce que tu aimes? C'est cool ça. Très cool. Je m'attendais pas à cette réponse. Toi, tu essayes de décoder l'école. En dehors du téléphone, moi je pense l'ordinateur. Oui, c'est ça. Tu cherches Donc des surfer codes sur pour internet. voir, d'accord. Et toi, tu fais quoi? T'as une activité? Je ne pas autre chose. Tu fais quoi? Je ne pas autre chose que les Xbox. Ah, Bah, maman elle a dit que tu faisais de la trottinette. ouais, tout à l'heure, on a Ouais, eu. mais c'est rare. Donc, il faut faire plus de sorties trottinettes. Mais oui, hier soir, vous avez passé les 15 ans, mais qu'est-ce que vous faites d'autre à part jouer? Nous Ouais. Ah. C'est quoi la deuxième activité que vous faites le plus? Ou la première d'ailleurs? T'as pas de vie sociale. Je suis sûre que tu es très actif sur Discord. Bravo. Et bah, tu as une vie sur sociale. place. Pour ceux qui ne connaissent pas, Discord, c'est un peu le Messenger de maintenant. Sauf qu'on est en vocal ou en écrit, principalement en vocal. Et en fait, c'est un accès à mes amis Pour constamment. les plus jeunes, c'était notre moyen de MSN. communication à l'époque où il y avait encore des dinosaures qui passaient. MSN Messenger, on le tout premier. Le seul second, c'est Messenger, c'est Ouais, du coup, ça. Est-ce que vous avez des... On a fait un petit peu le topo de ce qu'on pouvait amener en termes de, voilà, de chiffres, de regard un petit peu psy actuel, un petit peu sur l'outil de la réserve sociale, mais peut-être que vous avez vu des questions un peu plus spécifiques à nous poser. On est prêts. Hein. Avant ça, j'ai 2 chiffres à vous donner et comme ça, vous allez pouvoir Ça, répondre ça sur plein de suffit. choses. Non, c'est trop cool! J'ai compris d'avoir des chiffres.
Aujourd'hui, 71% des Français jouent aux jeux vidéo, c'est 37 millions de personnes sur 60. Voilà, déjà. Et deuxième chiffre, 96% des 10 à 17 ans jouent aux jeux vidéo. 96%. Des 10 à 17 ans. Oui, donc c'est vraiment un outil. Un enfant sur deux joue tous les jours aux jeux vidéo. En France, c'est 10 à 17 ans dans cette étude. Et pour un adulte sur 3. Et là, encore une fois, niveau plus réfléchi, là. C'est pas que tu joues que le week-end? Ouais. Parce qu'on te l'interdit parce que t'as pas le temps. Ah, j'ai pas le temps, je disais, c'est pas trop long. Voilà, donc c'est les deux. Il y a beaucoup de gens qui disent que le jeu vidéo, quel qu'il soit, c'est un effet de catharsis. Comment c'est quoi Il y a effectivement, pour moi, il y a une grosse valeur projective dans le jeu vidéo. C'est quelque chose dont on peut même se servir en thérapie, le jeu vidéo. Et c'est quelque chose que j'emploie de plus en plus sur différents supports, en fonction des besoins spécifiques des enfants. Mais il faut savoir aussi qu'on utilise à ces fins-là. Il y a quelque chose d'un peu exutoire au niveau de ce qu'on appelle l'activité pulsionnelle. Ça rejoint un peu mon propos, je pense. Donc, C'est comme un coup de ouais, chien. ça a des fouloirs, ça fait du bien. Moi, je vais vous dire, voilà, je bosse, je me tape mes 10-12 heures au cabinet. Ça me demande une attention soutenue, j'absorbe énormément, même si on essaie de s'en défendre au niveau émotionnel, on prend beaucoup dans ce métier-là. Voilà, le soir, avant de rentrer chez moi, je me switch, le bureau, je prends ma switch et je me mets avec des gens sur la tête à ce réflecteur et ça me fait du bien de pouvoir décharger. Ça fait pas de moi quelqu'un de violent, c'est juste que j'ai besoin de me décharger de quelque chose avant que j'oublie. Oui, ça a cet effet-là au niveau professionnel et puis surtout c'est une valeur, ce que j'appelle une valeur projective. En psycho, la projection, c'est un truc qui vient de toi, de l'intérieur de toi, que tu vas avoir besoin d'expulser, d'extérioriser, de pouvoir balancer sur un support. Par exemple, tu vois, l'art, c'est quelque chose de complètement projectif. Il y a une émotion et puis tu pars un saut comme ça et tu as projeté quelque chose de ton métier émotionnel sur l'extérieur. Moi, je trouve que le support jeu vidéo, quand il est bien utilisé, peut aussi avoir cette vertu-là. Pareil, ça a des vertus socialisantes. Moi, j'ai des gamins qui ont été un peu maltraités dans le système scolaire parce qu'ils ont eu des problèmes de harcèlement, parce qu'ils ont été malmenés même par l'école, parce que des résultats qui n'étaient pas à hauteur de qui trouvent là un moyen, quand ils jouent comme ça en ligne avec d'autres, de gérer des équipes, de se sentir plus confiant, d'organiser la confiance en eux, et puis surtout d'avoir un sujet de conversation pour discuter dans la cour de récré, dire bah, tiens, moi hier j'ai fait ça, et c'était génial, et toi t'en es où, et c'est plutôt ça aussi c'est là c'est ça. Sur la dimension cathartique, par contre, c'est une théorie qui a été proposée, mais qui est quand même assez invalidée. On a quelques études qui ont tendance à prouver qu'il n'y a pas forcément d'aspect bénéfique du terme exutoire à pulsion dans le jeu vidéo. Et il y a même quelques études qui donnent l'effet inverse, c'est-à-dire que ça aurait tendance à plutôt relancer, même peut-être sur un court terme, quelque chose de plus agressif, justement. Donc la théorie en elle-même de l'effet cathartique des jeux, elle est plutôt incertaine, voire invalidée. Ça dépend encore une fois de l'utilisation que tu en fais. Ça, c'est sûr. En fait, l'effet cathartique en lui-même est de toute manière pas hyper intéressant parce que pour que ça apaise, il faut que ce soit constamment refait, constamment réactualisé la catharsis. Ça ne permet pas de traiter ni de modifier, donc on a toujours besoin de. Mais je comprends pas, c'est les jeux qui n'ont pas cet effet cathartique ou c'est l'effet cathartique qui n'est pas si intéressant que ça? Moi, ce que j'ai vu par rapport à certaines études, c'est que finalement, quand on déploie quelque chose de pulsionnel dans le jeu, l'effet n'est pas que la pulsion diminue à l'extérieur, mais par de violence ou d'agressivité. Ah oui. Comment est-ce qu'on pouvait croire? On s'habitue à l'effet cathartique, Alors, au besoin de décharge en fait, c'est ça? Ça dépend. Au début, on pensait qu'en jouant à un jeu violent ou quelque chose, je vais moins l'être dans la réalité, donc effet cathartique, de ce point de vue-là. Et finalement, il y a certaines études qui prouvent que en fait, tu n'as absolument aucun effet. Que je joue ou que je joue pas, ça ne change rien. Et certaines qui auraient tendance à dire que finalement, non, une fois que je suis rentré là-dedans, alors je ne sais pas si c'est le contexte du jeu, je ne sais pas sur quoi on a testé les jeux. Hein. Le problème, c'est que les jeux sont tellement larges, que ça dépend sur quoi on fait le test, que ça aurait tendance justement à relancer un peu cette agressivité. Pas très fort ni très longtemps, mais en tout cas l'effet n'est pas positif. C'est pour ça que cette théorie, je la précise en précisant que c'est invalidé plus ou moins. Ça ne fait pas consensus, quoi.
Là, j'ai posé un bémol parce que j'ai cette idée que, en fonction du jeu et de la problématique et de la nécessité pour les individus, on ne va pas du tout avoir les mêmes études. Là, je sors on a eu la conférence de presse pour la Paris Clinique cette semaine et ils nous ont annoncé que la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France, qui recevait les jeux des éditeurs français, avait 18 000 jeux en stock dans leur réserve. 18 000 jeux vidéo à la Bibliothèque nationale de France pour des éditeurs français. Donc c'est pour vous donner une idée de l'étendue, du caractère très vaste de types de jeux qui peuvent exister. C'est extrêmement étendu et je pense que c'est à chacun aussi de trouver son jeu, le jeu qui lui convienne dans cette perspective-là. Et que, voilà, moi, typiquement, on met devant un LOL, je vais m'agacer, et tirer dans le tas et voir ce que je fais, ça va m'énerver encore plus. Voilà. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'effet cathartique pas forcément que ça n'a pas une valeur projective, comme tu disais. On peut se servir d'un jeu vidéo à usage projectif, comme c'était le cas avec les tout premiers Sims, il y a eu des essais en voyant comment je construis ma maison, comment j'interagis avec les autres. Ça peut avoir un effet projectif, mais du coup c'est un autre questionnement par rapport à l'effet cathartique. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, c'est tout, je voulais juste rebondir sur le fait que pour répondre en fait à la question de à quoi jouent vos enfants, qui était quand même censée être quand même cette super c'est vrai, tu es parti on du devait parler de ça. Il va bientôt être l'heure de conclure parce que il va quand même critiquer des jeux, je crois. Et en fait, les études elles prouvent que justement sur ces 18 000 jeux français qui existent sur la BNF aujourd'hui, il y a plein de types de jeux. Il y a des jeux d'aventure, des jeux de simulation, des jeux de tir, des jeux de voiture, des jeux de tout un tas de jeux. Et en fait, les études elles tendent à dire que les jeunes enfants, surtout les enfants et surtout les garçons pour le coup, mais aussi les filles, même s'ils ne jouent pas à la même chose, jeunes, en fait ils jouent à plein de types de jeux et pas spécialement un seul type. Tout à l'heure on en parlait avec les jeunes hommes qui sont revenus et repartis. En fait eux ils jouent à du jeu de voiture, à du Call of, à du Fortnite, mais aussi à des jeux d'aventure indépendants français. Ça m'a complètement étonné qu'ils sortent des noms comme ça et puis en fait c'est ça la réalité. Les enfants ils jouent à plein de choses différentes, ils ne s'enferment pas dans un univers et c'est ça qui est chouette. Et c'est en ça qu'il faut aussi pouvoir leur laisser cette chance-là, de pouvoir tester un petit peu tous les mondes imaginaires qui sont aujourd'hui créés. Et je suis sûre que si vous regardiez avec eux un petit peu plus les catalogues, vous vous rendrez compte qu'il y a des jeux incroyables à faire. Et d'ailleurs même avec eux pour le coup. Voilà, quoi jouer aux enfants à plein de choses. Regardez la vidéo. En fait, il faut jouer avec vos enfants. Voilà. Ça va être un petit peu mon mot de la fin, mais il faut s'intéresser à ce à quoi ils jouent. Si, mais c'est-à-dire moi, ce que je préfère, c'est vrai que c'est les jeux de plateau, les jeux, voilà. Vous Après, Mario Kart, j'ai essayé. Mario Party. Mario Party aussi, oui. Il y a comment ça Ils en savent, ils en ont plein. Chez PS aussi, ou Il y a PlayStation aussi qui a fait un petit jeu. Où on peut jouer en famille, on est chacun devant son écran avec son smartphone, c'est un quiz et puis on joue à un quiz en famille, c'est sympa, c'est du serious game mais c'est sympa. Enfin, les animations sont ludiques, ça plaît à tout le monde. Même le CEA a lancé son jeu sur Internet. Le CEA, ils l'ont sorti il y a... Le ministère de la Culture. Le centre, le commissariat à l'énergie atomique. Ils ont fait un super jeu. C'est des jeux qu'on a accès bien. Ouais, je suis sur les langues. Et de plus en plus, ça va devenir d'ailleurs un objet de support pédagogique. Il y a des développeurs et des grosses licences, comme Assassin, par exemple. Alors Assassin, ça veut quoi de Ubisoft, qui viennent de lancer il y a quelques semaines un nouveau produit à destination des professeurs d'histoire pour que les enfants puissent, à travers le jeu vidéo, connaître l'histoire à partir des volets de la saga. Ça peut être extrêmement sympa. Ça va de toute façon, les plus en plus, ça va Ce que tu dis sur Assassin's Creed, il y a un chercheur que j'aime beaucoup qui s'appelle Romain Vincent qui en fait fait une thèse exactement sur ça. Il est prof d'histoire en collège et lui il utilise le jeu vidéo et notamment la licence Assassin's Creed pour ses cours d'histoire, mais aussi d'autres jeux comme par exemple pour la géographie, il utilise le jeu métro. C'est un petit jeu où on doit créer des lignes de métro et du coup il faut apprendre à gérer l'espace parce que les lignes elles ne peuvent pas se choquer, elles peuvent pas. Mais en fait c'est vraiment un jeu de gestion super intéressant qui permet d'apprendre certaines données que on ne peut pas apprendre autrement au final. Messieurs. Oui, parce que. Oui, par rapport à Judo, je sais que SimCity. SimCity aussi, qui est très Oui, bien. mais j'ai joué à ça en 1999.
c'est rigolo parce qu'il y a un jeu aujourd'hui qui s'appelle Sims. Oui, enfin. Les jeux pas. Non, je parle de la 96, donc oui, ça doit être ça. Mais c'était passionnant. Mais c'est jeux Nintendo. Mais du coup, c'était quoi le passionnant parce que vous n'avez pas fini? Ah, pardon, fini, parce qu'il nous a donné une Madeleine de Proust. Oui, là, on est partis tous les deux là, non, raconte nos souvenirs. Oui, excusez-nous. Ah oui, les archives, ils ont sorti une version, c'est un bon succès à l'époque. Et ils ont sorti une version pour, je crois que c'est surtout aux États-Unis, mais c'était pour le professeur, je crois. C'est ça. L'architecture, quelque chose comme ça. Bah, du coup, le chercheur dont je viens de citer le nom, il a créé un site où on peut directement télécharger des fiches pédagogiques pour les cours. Donc on peut aller sur son site et avoir accès gratuitement à des fiches de cours toutes prêtes pour les professeurs d'histoire, de géographie et je crois d'éducation civique et peut-être de 3 autres trucs. J'ai pas été voir un peu plus parce que je pourrais vous donner en off le site, je ne l'ai plus en tête là, mais Une anecdote par rapport à SimCity, qui est quand même un jeu que beaucoup de gens ont oublié, la première génération, parce que ça a été quand même un jeu parmi jeux, c'est qu'il y a une évolution à ce jeu-là. L'évolution, elle n'est pas forcément évidente, mais je ne sais pas si vous avez connu le jeu Sims. Les Sims, ce sont les habitants de SimCity. C'est en fait une évolution. C'est dans l'histoire du jeu vidéo, ça a été rapporté que les gens, les habitants de SimCity. pour information, les Sims 4, c'est le premier jeu vendu sur PC en 2018, 55 000 exemplaires. Voilà, donc ça vient de... Donc Sims, c'est un Simulateur de vie. voilà, c'est un simulateur de vie. Et évoluer des personnages. On retire... Il y a un peu similitude sur Nintendo avec une Mac aussi. Oui. Oui, mais c'est un simulateur de vie aussi, mais très enfantin. Du coup. On peut pas tuer les petits personnages de l'animal. Pourtant, des fois... Alors que dans les Sims, il y a une grande blague qui est de mettre notre personnage dans la piscine et de retirer l'échelle de la piscine. Oui. Voilà, Ah c'est bon très connu. Alors c'est très cruel, effectivement, mais je pense qu'il y a... On peut l'être, hein, cruel. Évidemment, Ça fait partie du jeu. ma femme est venue discuter avec nous. On en était à se demander s'il y avait d'autres questions par rapport au jeu. La question du jour, c'est à quoi jouent nos enfants sur les jeux vidéo. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on est sur la fin, mais on peut répondre à vos questions. Enfin, ils peuvent répondre à vos questions même d'ailleurs. Donc, voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que d'impulsivité, d'un débat. C'est pour toi. Pardon, excusez-moi. Tout à l'heure, vous avez parlé d'impulsivité, j'ai entendu passer ça, et d'un débat autour de la question, est-ce que les jeux vidéo créeraient des manières de réagir, de penser, qui tireraient les jeunes vers de la réactivité, de l'impulsivité parce que c'est vrai que c'est un type d'apprentissage complètement intuitif. Alors, il y a un excellent bouquin qui a été écrit et que j'ai dû lire très récemment dans le cadre d'une enquête, notamment sur le jeu Fortnite, qui a été écrit par une psychologue qui a travaillé chez IBM pour le développement du jeu. Ce bouquin, il est écrit par une psychologue française qui s'appelle Célia Odent et qui reprend tous les mécanismes neurobiologiques en lien avec les circuits corticaux et ce qui va mettre plus en avant à travers l'activité. Et effectivement, il peut y avoir des renforcements des circuits corticaux, notamment au niveau de l'impulsivité. Ce qui se passe, c'est que chez les jeunes joueurs, le cortex préfrontal, qui se situe quelque part par là, qui est censé être le chef d'orchestre un petit peu de tout ce qui se passe à l'intérieur, il y a une période comme ça à l'adolescence, et c'est pas une critique, hein, moi je me demande même si j'en suis sortie de cette période-là parfois, où c'est un peu en flottaison, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il déraille. Et on attend qu'ils reprennent un mode de fonctionnement normal. Et quand c'est passé, en général, il paraît que la fille est très petite. Donc, le cortex préfrontal, il est comme ça un petit peu envie, il ne tient plus son rôle à ce moment-là de contrôler l'impulsivité, de contrôler les réponses qu'on pourrait avoir. D'un côté, on a une inscription dans les circuits neurobiologiques qui fait que, et oui, plus le cerveau va être jeune, et plus ça va être une vérité, et plus l'impulsivité peut être importante et se développer et se renforcer. Et d'un autre côté, on a parallèlement à ça un cortex préfrontal qui dit hop là, moi c'est pas mon affaire, je fais du boulot, excusez-moi, je vous dis récemment, mais pour que tout le monde comprenne bien, c'est pas mon affaire, je fais pas le boulot, et comme je fais pas le boulot, bah, finalement ça laisse encore plus d'impulsivité apparaître. Donc effectivement, un excès, alors je parle pas d'addiction, de dépendance, mais un excès de certains jeux vidéo sur des structures cérébrales qui sont déjà un petit peu ancrées sur ce phénomène-là, ça peut avoir des conséquences
d'orchestre aussi. Oui, Plus c'est des ça. jeux vidéo, quoi. C'est pour ça qu'il est important aussi, même à propos du jeu vidéo, que le jeu vidéo soit réapproprié vraiment comme un outil qui nous permette de réfléchir et pas qui nous empêche, qui nous enlève cette capacité de réfléchir. On devrait toujours être actif face à un jeu vidéo. On peut l'être, même un jeu comme Fortnite qui est extrêmement actif, on peut être actif par rapport à ce jeu. On peut s'interroger sur le gameplay, on peut s'interroger sur la qualité graphique, on peut essayer de prendre une autre dimension, vous voyez, par rapport aux jeux vidéo. Et c'est là qu'il faut accompagner nos enfants, adolescents, ou que vous-même vous pouvez réfléchir à travers des lectures, en réfléchissant un peu les choses, en discutant avec les copains. Et c'est important qu'il y ait toujours un libre arbitre ou une libre pensée et que vous intellectualisiez un petit peu aussi ce support-là. Parce que c'est le vote, parce que c'est un outil moderne, parce que vous dire non, il ne faut pas jouer, ou c'est pas bien, ou vous avez d'autres choses à faire que ça, ok, ça c'est un discours, mais vous qui êtes utilisateur, et parce que c'est un objet qui fait partie de votre quotidien et qui fait partie du nôtre aussi, bah, c'est à vous de vous réapproprier, c'est à vous, encore une fois, de dire bah ouais, ça j'en veux, ça j'en veux pas, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, et puis je vais essayer de faire autrement parce que je me suis rendu compte de ça ou de ça. Ça vous appartient à tous. Peut-être même plus à vous les jeunes qu'à nous parents. C'est à vous de développer ça, quel que soit l'âge que vous avez. Les jeunes de 7-17 ans qui sont là, je vois un plus jeune enfant, je ne sais même pas demandé quel âge vous avez, plus jeune que ça. Ben, tu vois, ça, tu peux être acteur de ça aussi. C'est toujours l'homme qui doit gouverner la machine, jamais la machine qui doit gouverner l'homme. Toujours. C'est toujours toi le patron. Pour donner un exemple de ce que tu dis, tous les Call of Duty, on les décrit souvent, mais tous ces jeux de tir là en fait, et donc je dis Call of comme ça, mais tous les jeux de tir en fait, en général, ils traitent de la Seconde Guerre mondiale, des attentats, des conflits qu'on peut avoir au Moyen-Orient, etc. Et en fait, tout ça, bah, ça reste des sujets super intéressants pour avoir avec ses enfants. Bah, attends, est-ce que tu sais pourquoi ce personnage qui vient du fin fond du Kentucky aux États-Unis s'est retrouvé sur les plages françaises en Normandie? Bah attends, on va en parler. Et là, ça peut être constructif le jeu vidéo. Et en plus, ça leur apporte bah, du coup un savoir qu'ils ont et qu'ils sont contents de pouvoir ensuite partager avec leurs copains en cours de récréation. Ouais. J'ai appris ça, c'est génial. Ça initie la curiosité. Voilà. Mais, exactement. Mais après, il faut aller puiser ailleurs que dans le jeu vidéo. Oui, évidemment. Mais là, pour le coup, ça peut être un outil qui en plus les intéresse. C'est un peu relié aussi. Ouais.